Où diable étais-tu passé? La voix de mon mari claqua comme un fouet à travers le salon. Ma famille, tous les 30, se figea dans un silence absolu. 30 perdus rivaient sur moi. La musique du Nouvel An jouait encore doucement en arrière-plan, mais tout le monde avait cessé de parler, cessé de rire, cessé de respirer. Ma belle-fille, Vanessa, a même laissé tomber sa coupe de champagne, le liquide imbibant la nappe que j'avais repassée moi-même ce matin-là. Je me tenais dans l'entrée de ma propre maison, les sacs d'épicerie pendant encore à mes bras. Je venais de rentrer d'une course de dernière minute, urgente, car il nous manquait de la glace, du vin et les crevettes géantes que sa sœur Patricia avait spécifiquement demandées. J'avais conduit comme une folle à travers tout Houston la veille du Nouvel An, cherchant des magasins ouverts pendant qu'ils étaient assis confortablement dans mon salon, buvant mon champagne, attendant que je les serve comme leur bonne personnelle. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour Curtis. Pour lui, j'étais toujours à blâmer pour tout. Et cette fois, il avait décidé de m'humilier devant toute sa famille, le soir le plus important de l'année. Sa mère, Carmen Thompson, était assise dans le meilleur fauteuil, comme la reine qu'elle s'imaginait être, et hochait la tête en signe d'approbation aux paroles de son fils. Sa sœur aînée, Patricia, me regardait avec ce mépris qu'elle avait perfectionné pendant 32 ans. Mes propres enfants, Curtis Jr. Denise et Ethan, baissaient les yeux, embarrassés, mais pas un seul n'a prononcé un mot pour me défendre. Pas un seul. Je te l'avais dit, Curtis, murmura ma belle-mère assez fort pour que tout le monde entende. Cette femme n'a jamais su faire face à ses devoirs. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Ce n'était pas mon cœur, il était brisé depuis des années. C'était autre chose. C'était le tout dernier film rattachant au mensonge selon lequel ce mariage, cette famille, valait n'importe quel sacrifice. Curtis se leva de son siège, marcha vers moi avec cette expression de supériorité que je connaissais si bien, et m'arracha les sacs des mains avec une telle force qu'il faillit me faire tomber. Inutile. Il cracha le mot juste à mon visage. 32 ans, et tu n'as toujours pas appris à faire les choses correctement. J'avais 63 ans. 32 ans de mariage, 3 enfants que j'avais pratiquement élevés seul, une maison que j'avais transformée en foyer de mes propres mains, une entreprise familiale que j'avais aidé à bâtir à partir de rien. Et à cet instant, devant toute sa famille, mon mari me traitait d'inutile. Mais ce que Curtis ignorait, ce qu'aucun d'eux n'ignorait, c'est que je revenais d'un endroit bien plus important que l'épicerie. Je venais de rentrer d'une réunion qui allait absolument tout changer. Une réunion que j'avais gardée secrète pendant 6 mois. Une réunion qui allait transformer cette humiliation en la plus grande erreur de toute sa vie. Car alors qu'il me voyait comme une vieille servante sans option, sans pouvoir, sans voix, je savais quelque chose qui allait bientôt ébranler les fondations de tout ce qu'il tenait pour acquis. Cette nuit-là, pendant que je servais le dîner du Nouvel An, mes mains tremblant de rage contenue tandis que j'écoutais leur rire et leur toast dans ma maison, avec mon argent, célébrant aux dépens de ma dignité, je souriais intérieurement. Car dans exactement 5 jours, ils découvriraient la vérité. Et quand cela arriverait, chacune de ces insultes, chaque humiliation, chaque regard haineux leur coûterait plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Avant de continuer cette histoire, qui me fait encore trembler quand je m'en souviens, je veux vous demander quelque chose. D'où m'écoutez-vous? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Laissez-le dans les commentaires car, croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Et si vous voulez entendre de vraies histoires comme celle-ci, des histoires de femmes qui ont finalement dit « assez », abonnez-vous à la chaîne parce que ce qui va suivre vous laissera sans voix. Appuyez sur le bouton j'aime si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre maison. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout cela a commencé. Car pour comprendre ma vengeance, vous devez d'abord connaître mon enfer. Mon nom est Naomi. Naomi Caldwell. Mais pour être honnête, j'ai cessé de me sentir comme Naomi il y a longtemps. Je suis devenue simplement la femme de Curtis, la mère des enfants, la belle-fille de Madame Thompson. Mon nom, mon identité, tout s'est lentement dilué au fil des ans jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la femme que j'étais autrefois. J'ai 63 ans, bien que les gens me disent toujours que je parais plus âgé. Ce n'est pas un compliment quand on sait que c'est à cause des rides d'inquiétude, des nuits sans sommeil, des larmes qui vous vieillissent plus que les années. Je suis né à Memphis, Tennessee, dans une famille humble mais respectable. Mon père était charpentier et ma mère couturière. Ils m'ont appris que le travail honnête et le dévouement à la famille étaient les valeurs les plus importantes. Je n'ai jamais imaginé que ces mêmes valeurs deviendraient les chaînes qui m'attacheraient à une vie de servitude.
J'ai rencontré Curtis quand j'avais 31 ans. Je travaillais comme comptable dans une entreprise textile. J'étais indépendante. J'avais mon propre appartement, mes propres rêves. Il est arrivé comme le nouveau directeur des opérations, beau, confiant, avec ce sourire qui me faisait me sentir spécial. Il m'a courtisé pendant 6 mois avec des fleurs, des dîners et des promesses d'une vie pleine d'amour et de respect. Nous nous sommes mariés en 1993. Ce fut un mariage simple mais magnifique. Je me souviens de ce jour où nous avons dansé notre première danse. Il m'a murmuré à l'oreille, « Tu seras la femme la plus heureuse du monde, Naomi. Je te le promets. » Comme les promesses sont vite oubliées. Les premières années ont été bonnes. Ou du moins, je veux le croire. Nous avons déménagé à Houston, Texas, pour une opportunité d'emploi pour Curtis. J'ai abandonné mon travail, mes amis, ma ville, parce que c'est ce que font les bonnes épouses, n'est-ce pas? Elles se sacrifient. Toujours en train de se sacrifier. En 1994, notre premier fils, Curtis Jr. est né. En 1996, Denise est arrivée. Et en 1998, Ethan. 3 grossesses, 3 accouchements, 3 bébés que j'ai élevés pratiquement seul pendant que Curtis construisait sa carrière. Il travaillait tard, sortait le week-end avec ses associés et voyageait constamment. Je restais à la maison à changer des couches, à mélanger du lait maternisé et à chanter des berceuses à 3 heures du matin. Tu as tellement de chance de pouvoir rester à la maison avec les enfants, me disait ma belle-mère, Carmen, à chaque fois que nous lui rendions visite, comme si être enfermé entre 4 murs, sans dormir, sans aide, sans un moment pour moi, était un privilège et non une peine de prison à vie. Mais j'ai enduré parce que c'est aussi ce qu'on m'avait appris. Les femmes endurent. Les femmes sont fortes. Les femmes ne se plaignent pas. Lorsque les enfants ont commencé l'école, Curtis a décidé d'ouvrir sa propre entreprise, une société d'importation et de distribution de tissus, Thompson Textile. J'ai besoin de ton aide, chérie, m'a-t-il dit. Et moi, comme l'idiote que j'étais, j'ai pensé que nous serions enfin une équipe, que mon travail serait enfin valorisé. J'ai commencé à travailler plus dur que jamais. Je m'occupais de toute la comptabilité, gérais les fournisseurs, organisais l'inventaire et réglais tous les problèmes juridiques et fiscaux. Tout en étant toujours mère à temps plein, cuisinière, femme de ménage et infirmière quand quelqu'un tombait malade. L'entreprise a grandi. En 5 ans, nous sommes passés d'un petit bureau à 3 entrepôts et plus de 20 employés. Je travaillais 12, parfois 14, heures par jour. Je déposais les enfants à l'école à 7 heures du matin. J'allais au bureau, résolvais un millier de problèmes, récupérais les enfants à 14 heures, leur préparais le déjeuner, les aidais à faire leurs devoirs, les emmenais à leurs activités, rentrais à la maison, préparais le dîner, faisais le ménage, et ensuite, quand tout le monde dormait, je restais éveillé jusqu'à 2 ou 3 heures du matin pour finir la comptabilité sur la table à manger. Et vous savez comment j'apparaissais sur les documents de l'entreprise? Comme assistante administrative, même pas associée. L'entreprise était au nom de Curtis et de sa mère. Carmen avait mis l'argent initial, $50 000, qu'elle ne se lassait jamais de nous rappeler à chaque fois qu'elle nous voyait. Grâce à moi, vous avez cette entreprise, répétait-elle constamment. Sans mon argent, vous ne seriez rien. $50 000. C'est ce qu'elle avait investi. J'avais investi 15 ans de ma vie, mes connaissances, ma santé, mes nuits de sommeil. Mais cela ne comptait pas. Les années ont passé et les choses ont empiré. Curtis a commencé à rentrer de plus en plus tard. Il sentait un parfum qui n'était pas le mien. Il y avait des frais sur les cartes de crédit qu'il ne pouvait pas expliquer. Mais quand je lui demandais, il explosait. Maintenant, tu vas me contrôler après tout ce que je fais pour cette famille? Après t'avoir donné cette maison, cette vie? Cette maison? Comme si je n'avais pas payé chaque centime de l'hypothèque avec mon travail pour l'entreprise. Cette vie? Comme si je ne l'avais pas construite de mes propres mains. Et puis les insultes ont commencé. Au début, c'étaient des commentaires subtils déguisés en blagues. Naomi se laisse aller, n'est-ce pas, disait-il devant ses frères et sœurs. Ce n'est plus la femme que j'ai épousée. Plus tard, ils sont devenus plus directs. Tu es grosse. Tu as l'air vieille. Tu ne sers à rien. Et finalement, ils sont devenus cruels, des mots que je ne répéterai pas parce qu'ils me blessent encore profondément. Mes enfants ont grandi en regardant cela, en voyant leur père me traiter comme une ordure,
en regardant leur grand-mère et leur tante me parler avec mépris. Et lentement, douloureusement, ils ont aussi appris que c'était la bonne façon de me traiter. Curtis Jr. a épousé une femme nommée Vanessa, une fille riche qui, dès le premier jour, m'a regardé comme si j'étais la bonne. Mon fils l'a laissé me traiter de cette façon. Plus que cela, il a lui-même commencé à me parler avec le même ton condescendant. « Maman, pourquoi ne prépares-tu pas plus de nourriture quand nous venons ? Vanessa dit que ton assaisonnement est trop fade. Maman, quand tu gardes les enfants, s'il te plaît, ne leur donne pas trop de sucre. » Vanessa a un plan nutritionnel très spécifique. Maman, pourrais-tu s'il te plaît ne pas porter ce parfum quand tu viens chez nous? Ça donne mal à la tête à Vanessa. Denise, ma seule fille, le bébé que j'avais tenu contre ma poitrine, qui avait pleuré dans mes bras, qui était venue me voir pour chaque problème, chaque déception, chaque joie. Elle s'est mariée et a déménagé à Dallas. Nous nous parlions une fois par mois, si tout allait bien. Elle était trop occupée par sa merveilleuse nouvelle vie, trop occupée pour sa mère. Et Ethan, mon bébé, est devenu une copie exacte de son père. Froid, distant, critique. À 26 ans, il vivait toujours dans notre maison sans payer de loyer, sans aider à quoi que ce soit, s'attendant à ce que je fasse sa lessive, prépare sa nourriture et nettoie sa chambre. L'entreprise a continué de croître. Curtis a ouvert un 4e entrepôt, acheté de nouveaux camions et embauché plus de personnel, et j'étais toujours là à travailler dans l'ombre, à faire fonctionner tout sans aucune reconnaissance, sans salaire officiel, sans rien. Quand j'ai eu 60 ans, j'ai pensé que peut-être les choses changeraient. Peut-être que Curtis me verrait enfin, m'apprécierait. J'ai organisé ma propre fête, payé la salle, engagé le traiteur et acheté mon propre gâteau. Toute sa famille est venue. Ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont amusés. Personne ne m'a fait de cadeau. Pas un seul. Curtis s'est levé à la fin de la soirée pour porter un toast. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il dirait quelque chose de gentil, quelque chose qui reconnaîtrait tout ce que j'avais fait. À Naomi, dit-il, levant son verre, qui, après 30 ans, a finalement appris à organiser une fête décente. Tout le monde a ri. Tout le monde a trinqué. Et j'ai souri parce que c'est ce qu'ils attendaient de moi. Sourire. Toujours sourire. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, fixant le plafond, j'ai pris une décision. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais je savais que quelque chose devait changer. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. Je ne le voulais plus. 3 mois plus tard, mon père est décédé. Il m'a laissé un petit héritage, son modeste bungalow à Memphis, où j'ai grandi, et quelques économies qu'il avait gardées toute sa vie. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Et cela a tout changé. Car avec cet argent, avec cette maison, avec cette petite indépendance, j'ai commencé à me réveiller. J'ai commencé à me souvenir de qui était Naomi Caldwell avant de devenir l'ombre de Curtis Thompson. J'ai commencé à poser des questions, à revoir des documents, à enquêter et à planifier. Et ce que j'ai découvert au cours de ces 6 mois d'enquête silencieuse m'a glacé le sang. Mais il restait encore 3 mois avant le nouvel an. 3 mois pour que je finisse de mettre toutes les pièces en place. 3 mois pour que Curtis fasse la plus grande erreur de sa vie en m'insultant devant toute sa famille. Parce que vous voyez, alors qu'il me voyait comme une vieille femme épuisée, sans option, sans pouvoir, sans avenir, j'étais en train de construire mon évasion. J'étais en train de documenter. J'étais en train de me préparer. J'attendais le moment parfait. Et ce moment est arrivé le soir du Nouvel An, lorsque Curtis m'a appelé « femme », avec ce ton condescendant devant 30 personnes dans ma propre maison. Les mois qui ont suivi la mort de mon père ont été révélateurs d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant, ou peut-être simplement que je ne voulais pas voir. Curtis ne prenait même plus la peine de cacher son mépris. Les insultes faisaient partie de notre routine quotidienne, comme dire bonjour ou bonne nuit. Un mardi matin, nous prenions le petit déjeuner lorsque j'ai mentionné avoir besoin d'argent pour réparer la machine à laver. Il m'a ri au nez. « Et qu'est-ce que tu penses que je te donne un toit et de la nourriture pour ? Utilise cet héritage de ton père si tu t'en vantes tant. » Je ne m'étais jamais vanté de rien. Je ne lui avais même pas dit le montant exact. Mais pour lui, le simple fait que j'ai quelque chose à moi était une menace. Sa famille a également empiré. Sa mère, Carmen, a commencé à se présenter chez moi sans prévenir,
agissant comme si elle était propriétaire des lieux. Elle ouvrait mon réfrigérateur, critiquait ma cuisine et vérifiait mon ménage comme un inspecteur. Cette maison est en désordre, Naomi. Je ne sais pas comment Curtis supporte de vivre comme ça. En désordre? Ma maison, où chaque meuble était à sa place, où les sols brillaient, où les serviettes étaient toujours propres et pliées. Mais pour elle, ce n'était jamais assez. Ça ne le serait jamais. Les sœurs de Curtis, Patricia et Monica, ont commencé à organiser des réunions de famille sans m'inviter. Elles se réunissaient avec leurs enfants, avec Curtis, avec Carmen. Elles postaient les photos sur Facebook. J'apprenais par les médias sociaux que ma propre famille était sortie manger, aller au cinéma ou avait fêté un anniversaire. Lorsque je m'en plaignais à Curtis, sa réponse était dévastatrice. Eh bien, tu es tellement ennuyeuse, Naomi. Personne ne veut passer du temps avec toi. Tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre et gâcher le moment. Moi, qui avais organisé chaque anniversaire, chaque Noël, chaque célébration pendant 30 ans. Moi, qui étais resté éveillé tard à faire des gâteaux, à décorer et à cuisiner pour 20 personnes. Maintenant, j'étais l'ennuyeuse, celle qui gâchait le moment. Mais le pire ne venait pas de Curtis ou de sa famille. Le pire venait de mes propres enfants. Curtis Jr. et Vanessa ont eu des jumeaux en mars, de beaux bébés qui auraient dû être ma joie. Vanessa m'a très clairement énoncé les règles de l'hôpital. Naomi, tu peux leur rendre visite les mardis et jeudis de 15h à 17h. C'est tout. J'ai besoin d'intimité et d'une routine avec mes bébés. Et s'il te plaît, donne-moi un préavis de 24 heures pour que je puisse préparer la maison. Préparer la maison? Comme si j'étais une étrangère, comme si je n'étais pas leur grand-mère. Lorsque j'ai protesté, Curtis Jr. m'a coupé au téléphone. Sa voix était identique à celle de son père. Ce ton froid et autoritaire que je connaissais si bien. Maman, ce sont les règles de Vanessa. Tu les suis ou tu ne vois pas les enfants. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mes petits-enfants utilisés comme chantage, comme arme. Denise à Dallas était pire parce qu'elle faisait semblant. Elle m'appelait toutes les 3 semaines, des conversations de 10 minutes où elle parlait sans arrêt de sa merveilleuse vie, de son merveilleux mari, de son merveilleux travail. Quand j'essayais de lui dire quelque chose, n'importe quoi, elle m'interrompait. Oh, maman, je suis tellement désolée, mais je dois y aller. J'ai une réunion. On se parle bientôt. Elle n'est jamais venue me voir. Quand je lui ai suggéré d'aller la voir, elle a trouvé 1000 excuses. Elle rénovait. Elle avait trop de travail. La maison était trop petite. Peut-être le mois prochain. Le mois prochain n'est jamais venu. Et Ethan, mon bébé, vivant sous mon toit, mangeant ma nourriture, utilisant mon électricité, mon eau, mon internet. Ce même Ethan, qui un samedi matin m'a hurlé dessus parce que je n'avais pas repassé la chemise dont il avait besoin. Tu ne fais jamais rien de bien. Tout ce que tu sais faire, c'est te mettre en travers du chemin. Il avait 26 ans. 26 ans. Et il me criait dessus comme si j'étais son employé. Et Curtis, assis dans le salon en train de lire le journal, n'a absolument rien dit. Pas un mot pour me défendre. Au bureau de l'entreprise, les choses ont également changé. Curtis a embauché une nouvelle femme, Lorraine, comme assistante personnelle. 32 ans, belle, toujours parfaitement maquillée. Elle a commencé à l'accompagner à chaque réunion, à chaque voyage d'affaires. Je restais au bureau à faire le sale boulot pendant qu'il dînait dans des restaurants coûteux avec des clients. Les employés ont commencé à chuchoter. Je faisais semblant de ne pas entendre, mais j'entendais tout. Les vendredis où Curtis partait tôt, les hôtels qu'il réservait sur les cartes de crédit de l'entreprise, les cadeaux coûteux qui apparaissaient sur les relevés. Un après-midi de juillet, je suis entré dans son bureau sans frapper. Lorraine était assise sur son bureau. Curtis avait sa main sur son épaule. Ils se sont rapidement séparés quand ils m'ont vu, mais il était trop tard. J'en avais assez vu. Cette nuit-là, je lui ai demandé directement, « Tu couches avec elle ?» Curtis n'a même pas nié. Il m'a regardé avec ses yeux froids que je ne reconnaissais plus et a dit quelque chose qui me brûle encore à l'intérieur. Et si c'était le cas? Regarde-toi. Regarde-toi simplement. Penses-tu qu'un homme comme moi puisse se contenter d'une vieille femme aigrie comme toi? J'ai haleté. J'ai littéralement manqué d'air.
32 ans passés ensemble réduits à cela. J'étais vieille, aigrie, insuffisante. 2 semaines plus tard, j'ai découvert quelque chose de pire. Ethan a demandé à emprunter mon ordinateur portable parce que le sien était tombé en panne. Quand il l'a rendu, il a oublié de fermer sa session de courrier électronique, et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai lu ses courriels. Il y avait une conversation entre lui, Curtis Jr. et Denise. L'objet disait « Problème maman ». Curtis Jr. avait écrit « Elle est insupportable maintenant, toujours avec ce visage de martyr à nous faire sentir coupables. Vanessa ne veut plus d'elle à la maison. » Denise a répondu « Je ne la supporte plus non plus. Chaque fois qu'on se parle, ce n'est que drame. Nous devrions convaincre papa de la mettre dans une maison de retraite ou quelque chose comme ça. » Et Ethan, mon bébé, mon plus jeune fils, a écrit « Je suis totalement pour. Elle est tellement aigrie qu'elle contamine tout. De plus, papa pourrait enfin vivre sa vie avec quelqu'un qui le rend heureux. Mes propres enfants, mes 3 enfants, planifiant de se débarrasser de moi comme si j'étais une ordure. J'ai pleuré cette nuit-là jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais après les larmes est venu quelque chose de différent. La clarté est venue, la rage est venue, la détermination est venue. Parce qu'en lisant ces courriels, je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu que l'entreprise, ces 4 entrepôts qui valaient maintenant des millions, avaient été bâtis avec mon travail. Je me suis souvenu que cette maison où ils vivaient tous confortablement était également à mon nom parce que nous l'avions achetée avec une ligne de crédit conjointe. Je me suis souvenu que j'avais accès à tous les comptes bancaires, à tous les documents juridiques, à tous les contrats. Et je me suis souvenu d'autre chose, quelque chose que j'avais découvert 3 semaines plus tôt en examinant d'anciens dossiers de l'entreprise, quelque chose que Curtis pensait que personne ne savait, quelque chose qui pouvait complètement le détruire. Pendant des années, Curtis avait détourné de l'argent de l'entreprise. Fausses factures, fournisseurs inexistants, comptes secrets, plus de 1 500 000 $ cachés dans des paradis fiscaux offshore, le tout documenté dans des dossiers que j'avais accidentellement trouvés dans une vieille boîte dans l'entrepôt. À cet instant, je savais exactement ce que j'allais faire. Je n'allais plus pleurer. Je n'allais plus supplier. Je n'allais plus attendre qu'ils me valorisent. J'allais prendre ce qui était à moi. J'allais exposer ce qui était à eux. Et j'allais partir de là la tête haute. J'ai secrètement engagé un avocat, pas n'importe quel avocat, le meilleur avocat en droit de la famille et en droit fiscal de Houston, Maître Sterling. Je lui ai montré tous les documents. Il a confirmé ce que je soupçonnais. Curtis commettait une fraude fiscale grave, et moi, en tant qu'associé de fait dans l'entreprise, même si je n'étais pas sur tous les papiers, j'avais droit à la moitié de tout. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom. J'ai commencé à transférer discrètement de petites sommes d'argent de nos comptes conjoints. Rien pour éveiller les soupçons. 2 000 ici, 3 000 là. En 3 mois, j'avais économisé près de 20 000 $. J'ai embauché une comptable légiste, Madame Chen, qui a méticuleusement examiné toutes les finances de l'entreprise. Nous avons documenté chaque irrégularité, chaque fausse facture, chaque dollar détourné. Et j'ai attendu. J'ai attendu le moment parfait pour agir. Septembre, octobre, novembre. Les insultes ont continué, le mépris a continué, mais je ne pleurais plus. Je souriais. J'acquiesçais. Je continuais à jouer mon rôle d'épouse soumise tout en construisant mon arsenal à l'intérieur. Et puis est venu décembre. Curtis a décidé que nous organiserions le dîner du Nouvel An chez nous. Il a invité toute sa famille, 30 personnes. Tu ferais mieux de ne pas nous faire honte, Naomi, m'a-t-il averti une semaine avant. Je veux que ce dîner soit parfait. Et n'ose pas te plaindre du travail. C'est le moins que tu puisses faire après tout ce que je t'ai donné. J'ai juste hoché la tête, mais à l'intérieur, je comptais les jours car le 5 janvier, j'avais un rendez-vous avec l'IRS, le service des impôts. Une réunion où je remettrais tous les documents liés à la fraude fiscale de Curtis. Et le 6 janvier, mon avocat déposerait la requête en divorce la plus dévastatrice que cet homme ait jamais imaginée. Mais avant cela, j'allais devoir endurer une dernière humiliation, un dernier dîner, une dernière nuit à faire semblant d'être l'épouse parfaite. Je ne savais pas que cette humiliation viendrait de la manière la plus cruelle possible. Je ne savais pas que Curtis m'appellerait « femme » de cette manière dégradante devant toute sa famille. Mais quand il l'a fait, quand j'ai entendu ces mots sortir de sa bouche, j'ai su que l'univers me faisait le cadeau parfait, la justification parfaite,
la raison parfaite de le détruire sans une once de culpabilité. Ce soir du Nouvel An, après avoir servi le dîner, après avoir nettoyé la vaisselle, après avoir dit au revoir aux derniers invités qui sont partis de chez moi à 3 heures du matin sans même me remercier, je me suis assise seule dans la cuisine. Curtis était allé dormir sans me dire un mot. Ethan était dans sa chambre. La maison était silencieuse. Et moi, avec mes mains encore ridées par l'eau chaude de la vaisselle, j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit un message à mon avocat, Maître Sterling. Allez-y avec tout dès demain matin. Sa réponse est venue en moins d'une minute. Compris. Préparez-vous. Cela va changer votre vie. Je suis allé dormir dans la chambre d'amis. Je n'avais même pas partagé de chambre avec Curtis depuis 2 ans. Il n'avait jamais protesté. Il était probablement heureux de ne pas avoir à me voir. Mais ce matin-là, allongé dans ce lit, je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. J'ai ressenti du pouvoir. Parce que ce que Curtis ignorait, ce qu'aucun d'eux n'ignorait, c'est qu'au cours de ces 6 derniers mois, je n'avais pas seulement documenté sa fraude fiscale. J'avais construit quelque chose de beaucoup plus grand. Laissez-moi vous dire la vérité complète. La vérité qui allait absolument tout changer. Quand mon père est mort et m'a laissé son modeste bungalow à Memphis, il m'a aussi laissé autre chose. Quelque chose que j'ai découvert lorsque je suis allé examiner ces documents avec mon avocat. Mon père, cet humble charpentier que tout le monde croyait qu'il arrivait à peine à joindre les 2 bouts, possédait 3 parcelles de terrain dans une zone qui était maintenant une propriété commerciale de premier ordre à Memphis. 3 parcelles de terrain qui valaient actuellement $2 500 000. $2 500 000 qui étaient entièrement à moi, que Curtis ignorait exister, qui n'apparaissaient dans aucune déclaration financière conjointe car je les avais hérités après notre mariage. Mais ce n'était pas tout. Vous vous souvenez que je vous ai dit que je m'occupais de la comptabilité de l'entreprise, que j'organisais tout, gérais tout, résolvais tout? Eh bien, ce que Curtis n'a jamais compris, c'est que lorsque vous gérez les livres d'une entreprise pendant 20 ans, vous savez exactement où sont enterrés tous les cadavres. Et Curtis avait beaucoup de cadavres. Il avait détourné un total de près de $1 500 000 de l'entreprise au cours des 10 dernières années. Fausses factures à des fournisseurs inexistants, surfacturation sur des achats fictifs, argent qui quittait l'entreprise et se retrouvait sur des comptes personnels enregistrés dans des paradis fiscaux sous les noms de sociétés écrans. J'avais des copies de tout, chaque facture, chaque transfert, chaque document. Je les avais méticuleusement conservés pendant des mois sans qu'ils ne s'en doutent. Plus que cela, j'avais découvert quelque chose qui m'avait glacé. L'entreprise, ces 4 entrepôts dont Curtis se vantait comme étant les siens, n'appartenaient techniquement pas seulement à lui. Lorsque la première société a été enregistrée en 2001, j'apparaissais comme associé avec 40% des actions. Curtis en avait 40% et sa mère les 20% restants. Au fil du temps, Curtis avait modifié les statuts de l'entreprise, diluant ma participation, me faisant signer des documents que je ne lisais pas parce que je lui faisais confiance. En 2015, selon les papiers officiels, je ne possédais plus que 5% de l'entreprise. Mais voici la partie intéressante. Ces modifications n'avaient jamais été correctement enregistrées au registre du commerce de l'État. Il y avait des incohérences, des signatures qui ne correspondaient pas et des documents manquants. Mon avocat me l'a confirmé. Légalement, j'étais toujours propriétaire des 40% d'origine de l'entreprise. 40% d'une entreprise qui était maintenant évaluée, selon les dernières estimations, à $6 millions. Cela signifiait que $2 400 000 de cette entreprise étaient légalement à moi. Et Curtis n'en avait aucune idée. Mais il y a encore plus parce que l'univers a des façons mystérieuses de rendre justice. Vous vous souvenez de Lorraine, la jeune et jolie assistante avec qui Curtis avait une liaison? Il s'est avéré que Lorraine n'était pas aussi stupide qu'il le pensait. Lorraine documentait aussi des choses. Et quand je l'ai contactée en secret, quand je lui ai offert $5 000 pour des informations, elle a chanté comme un canari. Elle m'a donné des copies de courriels où Curtis promettait de quitter sa vieille femme insupportable pour l'épouser. Elle m'a donné des photos des voyages qu'ils faisaient ensemble, payés avec l'argent de l'entreprise. Elle m'a donné des reçus pour un appartement que Curtis avait loué pour leur rendez-vous, également payé avec les fonds de l'entreprise. Et elle m'a donné le joyau de la couronne. Des enregistrements audio où Curtis parlait de la façon dont il allait se débarrasser de moi, de la façon dont il allait me laisser sans rien, de la façon dont il allait me mettre dans un foyer et garder tout. J'ai déjà parlé à mes enfants,
disait Curtis dans l'un des enregistrements pendant que Lorraine l'enregistrait secrètement. Ils sont tous d'accord. Dès qu'elle aura signé les papiers pour le Nouveau Testament, nous allons la faire déclarer incompétente mentalement. Quelques visites chez le bon psychiatre, un diagnostic de démence sénile, et c'est tout. Elle est institutionnalisée, et j'administre tous ses biens. Écouter cet enregistrement m'a donné la nausée. Mais cela m'a aussi donné autre chose. Cela m'a donné la certitude absolue que ces gens ne méritaient pas une seconde de plus de ma considération ni une once de plus de ma culpabilité. Tout au long du mois de décembre, pendant qu'ils planifiaient ma destruction, j'ai fini de construire mon évasion parfaite. J'ai vendu les 3 parcelles de terrain à Memphis, 2 500 000 $, que j'ai déposées sur un compte bancaire aux États-Unis, complètement légal, complètement intouchable par Curtis. J'ai engagé non pas un, mais 3 avocats, un spécialisé en droit de la famille, un en droit fiscal et un troisième en droit des sociétés. Tous les 3 travaillant en coordination pour monter le dossier le plus solide possible. J'ai fait des copies d'absolument tout, les documents de la fraude fiscale, les preuves de l'infidélité, les enregistrements audio, les courriels, les relevés bancaires, les contrats. Tout est stocké dans 3 endroits différents, un coffre-fort à la banque, un entrepôt privé, et des copies numériques dans le cloud. Et le 2 janvier, 2 jours après que Curtis m'ait traité de ce nom dégradant dans ma propre maison, j'ai fait autre chose. Je suis allé voir mon avocat et j'ai signé les papiers de divorce qu'il avait préparés. Mais pas n'importe quel divorce. Un divorce où j'exigeais 50% de tous les biens matrimoniaux, plus les 40% légitimes de l'entreprise, plus une compensation pour détresse émotionnelle, plus une pension alimentaire compensatoire pour 32 ans de travail non rémunéré. Au total, je réclamais 8 millions de $. Le 3 janvier, je me suis rendu au bureau de l'IRS avec ma comptable légiste, Mademoiselle Chen. Nous avons remis un dossier de 300 pages documentant chaque dollar que Curtis avait volé au gouvernement, fraude fiscale aggravée, crime organisé, blanchiment d'argent, des crimes qui pouvaient lui valoir entre 5 et 15 ans de prison. Et le 4 janvier, un jour plus tôt que prévu initialement, mon avocat a déposé la requête en divorce devant le tribunal de la famille. Curtis recevrait la notification officielle le matin du 5 janvier, au même moment où l'autorité fiscale frapperait à la porte de son bureau avec un ordre de vérification. Mais avant que cela n'arrive, dans la nuit du 4 janvier, j'ai décidé de lui donner un petit avant-goût. Je suis rentré après avoir passé la journée entière chez le médecin, comme je l'avais dit à Curtis. Il était dans le salon à regarder la télévision, buvant du whisky, pensant probablement à Lorraine. Je me suis assise en face de lui. Il m'a regardé avec agacement. « Qu'est-ce que tu veux encore ?» J'ai souri, un sourire calme et serein qui l'a déstabilisé. « Je voulais juste que tu saches quelque chose, Curtis. Demain, ta vie va changer pour toujours, et pas de la manière que tu attends. » Il a ri, ce rire arrogant que je connaissais si bien. « De quoi diable parles-tu ? Tu as vraiment perdu la tête, maintenant ? Demain matin, tu vas recevoir 2 visiteurs. Un de l'IRS, l'autre du tribunal de la famille. Je te recommande d'avoir un bon avocat en composition abrégée. » Son sourire a disparu. « Qu'est-ce que tu as fait ? » Ce que j'aurais dû faire il y a 30 ans, je me suis réveillé. Je me suis levé et je suis allé dans ma chambre. Je l'ai laissé assis là, le visage pâle, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non pas par peur, mais par l'excitation de savoir qu'après 32 ans d'humiliation, après avoir été invisible, après avoir été maltraité, après avoir été réduite à rien, j'allais enfin reprendre ma vie. Et le meilleur, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le matin du 5 janvier est arrivé avec un soleil éclatant qui semblait se moquer de ce qui était sur le point de se produire. Je me suis réveillé à 6h30 du matin, j'ai pris une longue douche et je me suis habillé avec mon meilleur tailleur pantalon bleu marine, celui que j'avais acheté il y a des années pour un mariage et que je n'avais jamais reporté. Je me suis maquillé avec soin, j'ai arrangé mes cheveux, je me suis regardé dans le miroir, et pour la première fois depuis des années, j'ai reconnu la femme qui me regardait. Curtis dormait encore, ou peut-être faisait-il semblant de dormir. Peu m'importait. J'ai préparé du café, des toasts et des fruits. J'ai mis la table comme si c'était un jour normal, comme si mon monde n'était pas sur le point d'exploser à leur visage à tous. À 7h30, Curtis est descendu. Il avait l'air horrible. De profondes cernes sous les yeux, les cheveux en bataille, le visage bouffi. Clairement, il n'avait pas bien dormi après mon petit avertissement de la nuit dernière. Naomi,
à propos de ce que tu as dit hier. Ton café est servi, l'ai-je interrompu avec un sourire. Je l'ai fait comme tu l'aimes, fort et noir. Il s'est assis à table, méfiant, me regardant comme si j'étais une étrangère. Peut-être commençait-il enfin à comprendre que j'étais une étrangère, une qui avait vécu sous son toit pendant 32 ans. À 8h15, la sonnette a retenti. Curtis a failli renverser son café. Je suis allé ouvrir. 2 hommes en costume formel. L'un avait une mallette marron. L'autre avait une carte d'identité montrant clairement le logo de l'IRS. Monsieur Curtis Thompson est-il ici? Il est là, ai-je dit, en montrant Curtis, qui s'était levé, le visage blanc comme un drap. Veuillez entrer. Voulez-vous du café? Les hommes de l'IRS n'ont pas voulu de café. Ils ont remis à Curtis un avis officiel, ordre de vérification immédiate de Thomson Textile, gel préventif des comptes bancaires de l'entreprise, demande de tous les documents fiscaux des 10 dernières années. Vous avez 24 heures pour vous présenter à nos bureaux avec votre représentant légal et tous les documents requis, a dit l'homme à la mallette. Sinon, nous procéderons à une plainte pénale pour fraude fiscale présumée. Curtis m'a regardé. La fureur dans ses yeux était palpable. Mais il y avait autre chose aussi. Il y avait de la peur. Les hommes sont partis. Curtis a explosé. Qu'est-ce que tu as fait, nom de Dieu? C'est toi qui les as appelés? Je n'ai appelé personne, Curtis. J'ai simplement remis des documents. Des documents que tu as créés, des factures que tu as falsifiées, des virements que tu as faits. J'ai juste fait en sorte que les autorités compétentes soient au courant de tes activités de comptabilité créative. Il a essayé de s'approcher de moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper. Il ne l'avait jamais fait auparavant, mais il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux. J'ai reculé d'un pas et j'ai sorti mon téléphone. Je te recommande de ne rien faire de stupide, Curtis. J'ai ceci connecté pour enregistrer directement dans le cloud. Tout ce que tu feras sera documenté et automatiquement envoyé à mes avocats. Il s'est arrêté, les poings serrés, la mâchoire contractée, mais il s'est arrêté. Tu es un serpent. Non, Curtis. Je suis une femme qui a finalement appris à riposter. La sonnette a retenti à nouveau. Curtis et moi nous sommes regardés. Il savait ce qui arrivait. Cette fois, c'était un huissier du tribunal de la famille, notification de requête en divorce, procès pour 8 millions de dollars, convocation à une audience préliminaire dans 15 jours. Curtis a lu les documents avec des mains tremblantes. Il tournait les pages de plus en plus vite, ses yeux sautant d'un paragraphe à l'autre, sa respiration s'accélérant. C'est insensé. Tu es complètement folle. Tu n'as droit à rien de tout ça. J'ai droit à tout, Curtis, et je vais le prouver avec des documents, avec des témoins, avec des preuves. Tu es sur le point de découvrir que la vieille femme inutile sait exactement comment fonctionne la loi. L'huissier est parti. Curtis s'est effondré sur le canapé, la notification toujours dans ses mains. Pourquoi? Sa voix était brisée. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Je me suis assise en face de lui, calme, sereine, avec une paix que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Pourquoi me demandes-tu vraiment pourquoi, Curtis? 32 ans d'insultes, 32 ans d'humiliation, 32 ans de travail comme une esclave dans ton entreprise sans un sou de salaire. 32 ans d'être invisible pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Et tu me demandes pourquoi? Je t'ai tout donné. Cette maison, cette vie. Tu ne m'as rien donné que je n'ai pas construit de mes propres mains. J'ai payé cette maison autant que toi. J'ai construit cette entreprise autant que toi. J'ai élevé ces enfants seuls pendant que tu travaillais ou que tu t'amusais avec ta secrétaire. Il est devenu rouge. Comment? Comment sais-tu pour Lorraine? S'il te plaît, Curtis, tout le monde le savait. Les employés, tes associés, probablement même ta mère. Le seul idiot qui pensait être discret, c'était toi. Il a sorti son téléphone et a composé frénétiquement. J'ai entendu la voix de son avocat, Maître Ramirez, cet avocat médiocre qui s'occupait des affaires commerciales, à l'autre bout. Ramirez, j'ai besoin de te voir maintenant. On a un énorme problème. Ma femme. Qu'elle me poursuit pour. Il a regardé les papiers. Point pour 8 millions de dollars, et l'IRS vérifie l'entreprise. Oui.
Aujourd'hui, tout de suite. Viens immédiatement. Pendant que Curtis passait son appel, j'ai reçu un SMS sur mon téléphone. Il venait de Maître Sterling, mon avocat. Tout est en mouvement. Compte de l'entreprise gelé. Vérification activée. Votre requête déposée. Maintenant, la partie intéressante arrive. La partie intéressante qui m'a fait sourire. Parce que, voyez-vous, le plan ne s'arrêtait pas là. Ce n'était que le premier coup, le coup qui les réveillait, qui les mettait en alerte, qui les faisait réagir de manière prévisible, car je savais exactement comment ils allaient réagir. Curtis appellerait ses enfants. Ses enfants accouraient pour protéger leur héritage. Sa mère viendrait m'insulter et me menacer. Ils s'uniraient tous contre moi, comme ils l'avaient toujours fait, et c'était exactement ce dont j'avais besoin qu'ils fassent. À 11 heures, Curtis Jr. est arrivé avec Vanessa. Ils ont fait irruption dans la maison comme un ouragan, sans frapper, sans me saluer. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» a crié mon fils. « Tu es devenue folle. Tu essaies de détruire papa. » « J'essaie de récupérer ce qui m'appartient. » « Ce qui t'appartient ? Rien de tout ça ne t'appartient. Papa a construit cette entreprise. Papa a acheté cette maison. Tu étais juste ici à jouer la victime comme toujours. Vanessa, debout derrière lui, les bras croisés, a ajouté avec venin, « Je savais que tu étais une croqueuse de diamants. » Naomi, toujours à faire semblant d'être la bonne, la sacrificielle, juste en attendant le moment de tout voler. J'ai regardé les deux, ce fils qui était sorti de mon corps, cette femme que j'avais accueillie dans ma famille à bras ouverts, et je n'ai absolument rien ressenti. Ni douleur, ni déception, rien. « Vous avez fini ? » ai-je demandé calmement. « On n'a pas fini. Est-ce que tu vas retirer cette requête tout de suite ou quoi ? » Ou quoi, Curtis ? Les jeux interrompus. Ou tu vas me déshériter ? Ou tu vas arrêter de me parler ? Ou tu vas continuer à me traiter comme tu l'as fait pendant des années ? Vas-y. Tu n'as rien pour me menacer parce que tu as déjà pris tout ce que tu pouvais prendre, ma dignité, mon estime de moi, mon bonheur. La seule chose que tu n'as pas prise, c'est ma vie. Et crois-moi, tu ne l'auras pas non plus. À 13 heures, Carmen est arrivée avec Patricia et Monica, la sainte trinité de l'amertume. Misérable, a crié Carmen dès qu'elle est entrée. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies, en essayant de voler l'entreprise de mon fils. Votre fils a volé plus de 1 500 000 $ au gouvernement, Carmen. J'aide juste la loi à faire son travail. Menteuse. Mon Curtis est un homme honnête. Votre Curtis est un criminel fiscal, et j'ai les preuves. Patricia s'est approchée de moi, son doigt pointé vers mon visage. Tu as toujours été rancunière, une femme amère qui empoisonne tout. Mon frère aurait dû te quitter il y a des années. Comme c'est étrange, ai-je répondu calmement. Parce que pendant 32 ans, vous étiez tous heureux de profiter de cette femme amère, heureux de manger dans ma maison, heureux d'utiliser mon travail, heureux de m'insulter en face. Mais maintenant que la femme amère se révèle avoir des dents, vous avez tous peur. Ethan est arrivé à 15 heures. Il n'a pas crié. Il n'a pas insulté. Il m'a juste regardé avec une froideur qui m'a glacé le sang. Tu sais quelle est la pire partie de tout ça, maman ? Ce n'est pas que tu poursuives papa. Ce n'est pas que tu détruises l'entreprise familiale. C'est que tu as finalement montré qui tu es vraiment, une femme égoïste et vindicative qui est prête à couler sa propre famille pour de l'argent. Intéressant, ai-je dit, que tu m'appelles égoïste. Dis-moi, Ethan, combien de loyers as-tu payé ces 5 dernières années où tu as vécu ici ? Combien as-tu contribué à la nourriture, à l'électricité, à l'eau, à Internet ? Combien de fois as-tu fait ta propre lessive ? Mais c'est moi l'égoïste. Tu es ma mère. Tu es censé. Point me servir jusqu'à ma mort, disparaître quand ce n'est plus pratique pour vous. Vous laissez me mettre dans un établissement de soins assistés comme vous l'aviez prévu pour pouvoir tout garder. Il est devenu pâle. Comment ? Je sais tout, Ethan. Les courriels, les plans, les conversations avec tes frères et sœurs sur le problème maman. Tout. Tout au long de la journée, des proches, des amis de Curtis, et des associés sont arrivés sans cesse, tous avec le même message, Naomi est folle. Naomi est vindicative. Naomi détruit la famille. Et je les ai tous reçus avec le même calme,
la même sérénité, car chaque insulte, chaque menace, chaque tentative de me faire sentir coupable ne faisait que confirmer que je faisais exactement la bonne chose. À 20h, quand tout le monde est finalement parti, Curtis est resté seul dans le salon, vaincu, vieilli de 10 ans en une seule journée. Je me suis approché de lui une dernière fois. Ce n'est que le début, Curtis. Demain, ton comptable va découvrir que les comptes de l'entreprise sont gelés. Après-demain, les fournisseurs vont commencer à appeler pour demander des paiements. Dans une semaine, le scandale va devenir public. Dans 2 semaines, tu auras probablement une plainte pénale formelle. Et dans un mois, lorsque le juge examinera ma requête et verra toutes les preuves, tu comprendras exactement combien il t'en coûtera de m'avoir traité de ce nom dégradant dans ma propre maison. Naomi, s'il te plaît. Non, les jeux coupés. Il n'y a plus de s'il te plaît. Il n'y a plus de négociation. Il n'y a plus d'opportunité. Tu as eu 32 ans d'opportunité, et tu les as toutes gâchées. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fait une valise avec l'essentiel, et je suis parti. Je suis allé dans un bel hôtel du centre-ville de Houston, un endroit où personne ne me connaissait, où personne ne me jugeait. Cette nuit-là, allongé dans un lit que je ne partageais avec personne, dans une chambre qui était entièrement la mienne, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait ces 10 dernières années. Parce que finalement, après tant de temps, j'avais cessé d'être une victime et j'étais devenu la protagoniste de ma propre histoire. Et le meilleur était encore à venir. 2 semaines ont passé. 2 semaines où je suis resté complètement invisible pour eux. Je n'ai pas répondu aux appels. Je n'ai pas répondu aux messages. J'ai disparu de la carte pendant que le chaos se déroulait exactement comme je l'avais prévu. Curtis a dû engager en urgence un avocat fiscaliste lorsque Maître Ramirez a admis que cela le dépassait complètement. Cela lui a coûté $20 000 juste pour l'avance d'honoraires. Les comptes de l'entreprise étaient toujours gelés. Les fournisseurs ont commencé à exiger des paiements. 3 de ses meilleurs clients ont annulé des contrats parce que les rumeurs de problèmes fiscaux se sont répandues comme une traînée de poudre dans l'industrie textile de Houston. Je savais tout parce que ma comptable légiste, Mademoiselle Chen, avait des contacts partout. Elle m'envoyait des rapports quotidiens. C'était comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti, et je ne ressentais aucune once de culpabilité. L'audience préliminaire de divorce était prévue pour le 20 janvier à 10h. Je suis arrivé au palais de justice à 9h30. Tailleur gris perle, talons discrets, mes cheveux tirés en un chignon élégant. Maître Sterling m'attendait à l'entrée avec un sourire confiant. Prête à faire l'histoire, Madame Naomi. Prête à faire justice. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Curtis était déjà là avec son nouvel avocat, Maître Torres, un homme d'une 50aine d'années avec un visage de requin. À côté de Curtis se trouvaient ses 3 enfants. Denise avait fait le voyage depuis Dallas spécialement pour cela. Quelle dévotion pour quelqu'un qui n'avait jamais de temps pour sa mère. Curtis m'a regardé avec une haine si pure que je pouvais presque la sentir physiquement. Mais j'ai aussi vu autre chose dans ses yeux. J'ai vu de la peur. Le juge est entré, un homme d'une 60aine d'années avec des lunettes et une allure sérieuse. Juge Miller, connu pour être strict mais juste. Bonjour. Nous sommes ici pour l'audience préliminaire dans le cas de divorce nécessaire. Numéro de dossier 2015 à 2025, Naomi Caldwell contre Curtis Thompson. La requérante peut procéder. Maître Sterling s'est levé, a ouvert sa mallette et a sorti le premier dossier de preuve. Votre honneur, ma cliente demande un divorce nécessaire basé sur de multiples motifs, abus émotionnels graves, infidélité prouvée, violence psychologique soutenue et dépossession économique. Nous présentons les preuves suivantes. Pendant les 30 minutes suivantes, mon avocat a présenté preuve après preuve, photos de Curtis avec Lorraine dans des restaurants, dans des hôtels, reçus de l'appartement qu'il louait pour leur rencontre, relevés bancaires montrant des dépenses personnelles payées avec l'argent de l'entreprise. Curtis s'enfonçait de plus en plus dans sa chaise à chaque document présenté. Mais ensuite vint la partie que j'attendais. De plus, votre honneur, nous présentons des preuves de fraude sur les actifs. Monsieur Thompson a modifié les statuts sociaux de Thompson Textile pour réduire la participation de ma cliente de 40% initialement à seulement 5%, au moyen de documents qui n'ont jamais été correctement enregistrés au registre du commerce de l'État. L'avocat de Curtis s'est immédiatement levé. Objection. Ces documents ont été signés volontairement par Madame Caldwell à l'époque. Elle a accepté. Elle a été trompée, a interrompu Maître Sterling.
Ils ont été contraints de signer des documents en leur disant qu'il s'agissait de procédures administratives de routine. Ma cliente n'avait pas sa propre représentation légale à ce moment-là et, le plus important, ces documents sont dépourvus de validité légale en raison d'irrégularités dans leur enregistrement. Le juge a examiné attentivement les documents. Il a passé plusieurs minutes à lire, à comparer les dates et à vérifier les cachets. Continuez, maître Sterling. Merci, votre honneur. Sur la base des documents originaux de constitution de la société, ma cliente est légalement propriétaire de 40% de Thomson Textile. De plus, pendant 32 ans, ma cliente a travaillé dans la dite entreprise sans recevoir de salaire formel, sans avantage, sans reconnaissance de travail. Nous demandons une compensation pour le travail effectué, plus la reconnaissance de sa part légitime de propriété. Puis maître Sterling a sorti un autre dossier. Celui-ci était plus épais, et quand il l'a ouvert, j'ai vu Curtis pâlir complètement. De plus, votre honneur, nous avons des preuves que le défendeur et ses enfants adultes prévoient de faire déclarer ma cliente mentalement incompétente afin de l'institutionnaliser et de s'approprier ses biens. Il a placé le lecteur audio sur la table et a appuyé sur lecture. La voix de Curtis a rempli la salle d'audience. J'ai déjà parlé à mes enfants. Ils sont tous d'accord. Dès qu'elle signera les papiers pour le Nouveau Testament, nous allons la faire déclarer mentalement incompétente. Quelques visites chez le bon psychiatre, quelques diagnostics de démence sénile, et c'est tout. Elle est institutionnalisée, et j'administre tous ses biens. Le silence dans la salle était assourdissant. Mes 3 enfants avaient le visage rouge et fixaient le sol. Curtis semblait sur le point de vomir. Le juge a cessé d'écrire et a regardé directement Curtis. « Est-ce votre voix, monsieur Thomson ?» Curtis n'a pas répondu. Son avocat lui a touché le bras, le pressant de répondre. J'étais contrarié. Ce n'était pas sérieux. Ce n'était pas sérieux de planifier de déclarer votre épouse incompétente afin de voler ses biens? La voix du juge avait un ton d'acier. Continuez, maître Sterling. Votre honneur, nous présentons également des preuves que monsieur Thomson fait l'objet d'une enquête par l'autorité fiscale pour fraude aggravée présumée. Nous avons des copies de fausses factures, de virements à des sociétés écrans et de détournements de fonds dépassant $1 500 000. L'avocat de Curtis a tenté d'objecter, mais le juge l'a réduit au silence d'un geste. Avez-vous quelque chose à ajouter, maître Torres? L'avocat de Curtis semblait vaincu. Il savait qu'il n'y avait pas de défense possible contre cette avalanche de preuves. Votre honneur, nous demandons un ajournement pour consulter notre client. Refusé. Le défendeur aura l'occasion de présenter sa défense lors de la prochaine audience. Pour le moment, sur la base des preuves présentées, j'émets les mesures conservatoires suivantes. Le juge a dicté pendant les 10 minutes suivantes, interdiction de transfert d'actifs. Interdiction pour Curtis Thomson de s'approcher à moins de 100 mètres de Naomi Caldwell. Pension alimentaire provisoire de $6 000 par mois, que Curtis doit me payer pendant la durée de la procédure. Et, le meilleur de tout, un séquestre judiciaire pour Thomson Textile jusqu'à ce que la situation des actions soit clarifiée. Lorsque le juge a eu terminé, Curtis a finalement explosé. C'est une injustice. Elle me vole. J'ai travaillé pendant 32 ans pour construire cette entreprise, et cette sorcière veut me la prendre. Monsieur Thomson. Le juge a frappé avec son marteau. Une autre crise, et je vous déclarerai coupable d'outrage au tribunal. Toutes les garanties procédurales vous sont données. Si vous n'aimez pas la tournure que prennent les choses, présentez-moi des preuves lors de la prochaine audience. Jusque-là, soyez silencieux. Curtis s'est affalé sur sa chaise, vaincu. Ses enfants le regardaient avec un mélange de honte et de panique. Denise avait les larmes aux yeux, mais non pas par tristesse pour moi, mais par peur de ce que cela signifiait pour son héritage. La session est levée. Prochaine audience dans 1 mois. Nous avons quitté le palais de justice. Sur les marches, Curtis m'a rattrapé. Son avocat a essayé de l'arrêter, mais il l'a repoussé. Naomi, s'il te plaît. On peut arranger ça. Ça ne doit pas être comme ça. On peut négocier. On peut. Non. Ma voix est sortie ferme, sans aucune trace de doute. Il n'y a pas de négociation. Pas après 32 ans. Pas après le réveillon du Nouvel An. Pas après avoir planifié de me déclarer mentalement incompétente pour me voler. Non, Curtis. C'est fini.
Mais tu vas détruire tes propres enfants. L'entreprise et leur avenir, leur héritage. Leur héritage, ai-je répété lentement. Comme c'est intéressant que tu te soucies de maintenant. Où était cette préoccupation quand il planifiait de me déclarer incompétente? Où était-elle quand tu m'as traité de ce nom devant toute ta famille? Où était-elle quand tes enfants disaient que j'étais une nuisance qu'il fallait éliminer? Curtis Junior s'est approché, le visage rouge de fureur. Maman, arrête. Tu as fait ton coup. Maintenant, arrête ça avant qu'il ne soit trop tard. J'ai regardé ce fils qui avait grandi dans mon ventre, cet homme qui ressemblait tellement à son père dans tout ce qu'il y avait de pire. Non, mon fils. Non. Ce qui est trop tard, c'est ta chance de me traiter comme un être humain. Tu as eu 32 ans. Tu les as gâchés. Maintenant, vis avec les conséquences. Denise s'est approchée de moi, pleurant. Maman, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Ton sang. Tu ne peux pas nous faire ça. Vous n'êtes pas ma famille, Denise. Une famille ne traite pas les siens de cette façon. Une famille ne planifie pas de déclarer sa mère démente pour la voler. Vous êtes des étrangers qui partagent mon nom de famille. Rien de plus. Ethan, le seul qui n'avait rien dit, a finalement parlé. Tu vas le regretter. Tu vas finir seul, amer, sans personne. J'ai souri, un sourire sincère qui les a probablement plus déconcertés que toute autre chose. Ethan, j'étais déjà seul. J'étais déjà amer. La différence, c'est que maintenant, je suis seul par choix, non pas par abandon, et l'amertume me quitte à chaque pas que je fais loin de vous. Je me suis retourné et j'ai marché vers la voiture où m'attendait maître Sterling. Derrière moi, j'ai entendu des cris, des « s'il te plaît », des menaces. Je ne me suis pas retourné une seule fois. Dans la voiture, mon avocat m'a regardé avec respect. Madame Thompson, c'était magistral. Le juge est clairement de notre côté. La prochaine audience n'est qu'une simple formalité. Nous avons gagné. Non, maître, les jeux corrigés. J'ai gagné. Et je n'ai pas gagné l'argent ou l'entreprise. J'ai gagné quelque chose de beaucoup plus précieux. J'ai récupéré ma dignité. Cet après-midi-là, de retour à mon hôtel, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Lorraine, l'ex-maîtresse de Curtis. Madame Caldwell, je voulais juste que vous sachiez quelque chose. Curtis m'a appelé. Il m'a offert de l'argent pour dire que j'avais falsifié les enregistrements, que vous m'aviez payé pour mentir. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que quand je lui ai dit non, il m'a menacé. Il a dit que si je ne coopérais pas, il ruinerait ma vie. Et c'est là que j'ai compris que vous aviez raison à son sujet. C'est un monstre. Un monstre qui cache très bien qui il est. Merci d'avoir appelé, Lorraine. Non, madame. Merci à vous. Merci de m'avoir montré que les monstres ne méritent pas une seconde de notre temps. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel. Le soleil se couchait sur Houston, peignant le ciel en orange et rose. Et pour la première fois depuis 32 ans, je me suis senti complètement libre. 6 mois se sont écoulés depuis cette audience. 6 mois qui ont changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Le divorce a été prononcé en mars. Le juge m'a donné raison sur absolument tout. Il m'a attribué 50% des biens matrimoniaux, ce qui comprenait la maison où j'ai vécu pendant 32 ans. Curtis a dû racheter ma part ou la vendre. Il a choisi de la vendre. Il ne supportait pas l'idée que je possède quelque chose qu'il considérait comme sien. J'ai également été légalement reconnu comme propriétaire de 40% de Thompson Textile. Curtis a tenté de faire appel, mais avec le séquestre judiciaire documentant toutes les irrégularités qu'il a trouvées, il n'avait aucune chance. Nous avons fini par parvenir à un règlement. Il a racheté ma participation pour $2 800 000. $2 800 000 qui se sont ajoutés aux $2 500 000 de l'héritage de mon père. $5 300 000. Telle était ma nouvelle réalité. L'IRS a conclu son enquête. Curtis a été inculpé pour fraude fiscale. Il a conclu un accord avec les autorités pour payer une énorme amende et les arriérés d'impôts, évitant ainsi la prison. Mais le scandale a détruit sa réputation dans le monde du textile à Houston. Il a perdu 60% de ses clients. Il a dû fermer 2 de ses 4 entrepôts. Mes enfants ont essayé de me contacter pendant des mois.
Appels, SMS, courriels. Ils se sont même présentés à mon nouvel appartement, un magnifique penthouse dans un quartier résidentiel de Houston que j'ai acheté avec mon argent. Je n'ai pas ouvert la porte. Denise m'a finalement écrit une lettre, une longue lettre, demandant pardon, disant qu'elle comprenait ma douleur et me suppliant de lui donner une chance de reconstruire notre relation. Je l'ai lue une fois, puis je l'ai mise dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je serai prête à pardonner. Peut-être qu'un jour je pourrai les regarder sans ressentir ce mélange de tristesse et de soulagement. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Curtis Jr. a perdu son emploi dans l'entreprise familiale lorsque Curtis a dû réduire le personnel. J'ai entendu dire par d'autres que Vanessa et lui ont des problèmes conjugaux. Apparemment, quand l'argent s'épuise, l'amour s'évapore aussi. Ethan a finalement dû trouver un emploi. Il a dû louer son propre appartement. Il a dû apprendre à cuisiner, à laver ses vêtements et à payer ses factures. Toutes ces choses que je faisais pour lui pendant qu'il me traitait d'inutile. Carmen a subi une légère crise cardiaque en avril. J'ai entendu dire qu'elle vit maintenant avec Patricia car Curtis n'a plus les moyens de la garder dans sa maison avec une femme de ménage à temps plein. Je me demande si Patricia la traite avec la même dévotion qu'elle attendait de moi. J'en doute. Quant à moi, je suis retourné à Atlanta, mon état d'origine. J'ai acheté une belle maison près du centre historique avec une cour et une fontaine, pleine de lumière et d'espace. Une maison qui est entièrement la mienne, où personne ne me crie dessus, où personne ne m'insulte, où personne n'attend que je serve et nettoie. J'ai ouvert une petite entreprise de conseil pour femmes entrepreneurs. J'utilise mes décennies d'expérience pour aider d'autres femmes à comprendre leurs finances, à se protéger légalement et à ne pas faire les erreurs que j'ai commises. C'est gratifiant d'une manière que je n'ai jamais connue dans l'entreprise de Curtis. J'ai renoué avec des amis de ma jeunesse, des amis que j'avais abandonnés lorsque je me suis marié et que j'ai déménagé à Houston. Nous sortons manger, nous allons au cinéma, nous voyageons ensemble. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai une vie sociale qui ne tourne pas autour du service de la famille de mon mari. Il y a 2 semaines, j'ai eu 64 ans. Mes amis m'ont organisé une fête surprise. Il y avait des fleurs, de la musique, des rires et des câlins sincères. Ils m'ont chanté joyeux anniversaire et m'ont offert des cadeaux choisis spécialement pour moi. Et quand j'ai soufflé les bougies de mon gâteau, je n'ai pas fait de vœux, car finalement, je n'ai plus besoin de souhaiter quoi que ce soit. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Ce matin, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était Curtis. Naomi, j'ai besoin de te parler, s'il te plaît. C'est à propos de quelque chose d'important. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro parce qu'il n'y a rien que Curtis puisse me dire que j'ai besoin d'entendre. Ce chapitre de ma vie est clos, scellé, archivé quelque part dans ma mémoire où il ne peut plus me blesser. Parfois, lorsque je suis assise dans ma cour le soir en train de prendre une tasse de thé et de lire un livre, je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais eu le courage de partir plus tôt. Si j'avais dit, ça suffit, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Mais ensuite, je me souviens de quelque chose que mon avocat m'a dit après l'audience de divorce finale. Madame Caldwell, le bon moment est celui où vous décidez que c'est le bon moment, ni avant, ni après. Vous avez fait ce que vous aviez à faire quand vous étiez prête à le faire. Il avait raison. J'avais peut-être besoin de vivre ces 32 années d'enfer pour apprécier cette nouvelle vie de paix. J'avais peut-être besoin de toucher le fond pour trouver la force de me relever. J'avais peut-être besoin de tout perdre pour découvrir que je n'avais jamais vraiment eu quoi que ce soit qui en valait la peine. Maintenant, j'ai 64 ans. Certains pourraient dire que j'ai commencé tard, que j'ai gâché ma jeunesse, que j'ai perdu les meilleures années de ma vie. Mais je ne le vois pas de cette façon. Je vois que j'ai, avec de la chance, 20 ou 30 ans de vie de plus. Et ces années vont être entièrement les miennes. Ce seront des années de dignité, de respect, de paix. Ce seront des années où je décide ce que je fais, quand je le fais et avec qui je le fais. Et ce n'est pas perdre. C'est gagner. Si vous m'écoutez et que vous vivez quelque chose de similaire, si quelqu'un dans votre vie vous fait vous sentir petite, invisible, inutile, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour reprendre votre vie en main. Peu importe si vous avez 40, 50, 60 ou 70 ans. Peu importe si vous êtes dans une relation toxique depuis 10 ou 40 ans. Peu importe si vous avez de l'argent ou non. Ce qui compte, c'est que vous êtes digne. Votre dignité est digne. Votre tranquillité d'esprit est digne.
Et personne, absolument personne n'a le droit de vous l'enlever. Il m'a fallu 32 ans pour apprendre cela. J'espère que cela ne vous prendra pas autant de temps qu'à moi. Et si vous décidez de faire ce pas, si vous décidez de dire « ça suffit », si vous décidez de reprendre votre vie en main, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. La peur est normale. La culpabilité est normale. Le doute est normal. Mais de l'autre côté de cette peur, de cette culpabilité, de ce doute se trouve la version de vous que vous méritez d'être. C'est la vie que vous méritez de vivre. Ça en vaut la peine. Je vous le promets, ça en vaut absolument la peine. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, si vous vous êtes identifié à elle, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez-la. Laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires réelles de femmes qui ont dit « ça suffit ». Et surtout, laissez votre histoire dans les commentaires. Racontez-moi ce que vous vivez. Racontez-moi ce que vous avez décidé de faire. Parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas vieille. Vous n'êtes pas inutile. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes une femme avec toute une vie devant vous. Une vie qui est la vôtre, uniquement la vôtre. Et personne ne peut vous l'enlever. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être ici. Et merci de me rappeler que mon histoire, aussi douloureuse qu'elle ait pu être, peut aider quelqu'un d'autre à trouver son chemin vers la liberté. Rendez-vous dans la prochaine histoire. D'ici là, prenez soin de vous, valorisez-vous et ne laissez jamais, jamais personne éteindre votre lumière.